Bienvenue aux capsules du cours de chimie et matériaux de l'ETS. Cette vidéo va explorer le concept de l'énergie dans un contexte de réchauffement ou de refroidissement de la matière. J'aimerais commencer par définir l'énergie et parler de son influence sur la matière. En regardant autour de nous, tout ce qui fait bouger les objets ou bien qui fait cuire nos aliments implique le concept d'énergie. L'énergie se retrouve sous plusieurs formes. Par exemple, les énergies mécaniques pour déplacer des objets. On parle ici de travail, noté W. Ou bien des énergies thermiques pour des échanges de chaleur, noté Q. C'est par des variations d'énergie que les processus qui nous entourent se produisent. En termes plus classiques, l'énergie est la capacité d'effectuer un changement. Par exemple, lever une masse à une certaine hauteur requiert une quantité d'énergie qui sera emmagasinée dans l'objet. Cette énergie peut être restituée si on laisse tomber l'objet. On peut aussi chauffer du métal dans un feu, ce qui augmentera sa température. Le métal aura emmagasiné de l'énergie thermique et celle-ci sera restituée en le laissant refroidir. L'énergie est une propriété de la matière qui n'est pas directement mesurable, comme l'est la masse. Par contre, on peut évaluer les variations d'énergie sous forme de travail mécanique ou bien de chaleur. L'unité de l'énergie est le joule, mais le kilojoule est plus communément utilisé à notre échelle de grandeur. D'après nos connaissances actuelles, toute l'énergie disponible dans l'univers provient de sa formation même, donc du Big Bang. En astrophysique, l'énergie et la masse de la matière sont étroitement liées, tel que décrit par la célèbre équation d'Einstein E égale mc2. C'est cette expression qui a permis de bien comprendre pourquoi on ne peut pas créer d'énergie. En d'autres mots, toute énergie a un support matériel et tout corps possède de l'énergie. Ainsi, dans notre univers, il est impossible de créer de l'énergie. Mais il est possible d'emprunter l'énergie d'une zone en possédant plus pour la transférer à une zone qui en possède moins. C'est par des flots d'énergie qu'il nous est possible de réaliser des changements comme prendre de l'eau liquide et la transformer en gaz. Un objet étudié est appelé un système et il possède une masse et une énergie. L'extérieur est appelé l'environnement. Il est possible d'effectuer des changements sur le système par des transferts d'énergie sous forme de travail ou bien sous forme de chaleur. C'est ce type d'échange qui sera particulièrement utile pour le sujet de ce vidéo. Par convention, lorsque le système reçoit de la chaleur, Q est positif. Alors que si le système donne de la chaleur, Q est négatif. Quand on étudie des systèmes en chimie, on utilise une autre valeur comparable à l'énergie, mais que l'on nomme enthalpie, dans des systèmes à pression constante. La chaleur échangée entre le système et son environnement est égale à la variation d'enthalpie. L'enthalpie n'est pas mesurable directement, mais on peut facilement la calculer une fois que la chaleur échangée a été déterminée pour un système donné. Les changements de phase sont des phénomènes typiques qui impliquent des échanges de chaleur. La matière se retrouve principalement sous trois phases: la phase solide, la phase liquide et la phase gaz. Pour une même substance, comme l'eau par exemple, la glace est la phase qui possède le moins d'énergie. L'eau liquide en possède plus que la glace, et la vapeur possède plus d'énergie que l'eau liquide. De manière intuitive, on sait que pour faire fondre de la glace ou bien pour faire bouillir de l'eau, on doit chauffer. Du point de vue des molécules, dans un solide, l'agitation des particules est limitée à une vibration autour d'un point d'équilibre. Si on augmente la température et qu'on transforme le solide en liquide,
Les molécules sont libres de se déplacer les unes contre les autres. Mais le liquide possède une cohésion qui garde les particules ensemble. Ces déplacements impliquent une plus grande énergie des particules par rapport au solide. Si on augmente encore la température pour changer le liquide en gaz, les molécules sont complètement libres de se déplacer et il n'y a plus de cohésion entre les particules. Les molécules sont comme des projectiles lancés à grande vitesse, donc leur énergie est plus élevée que pour le liquide. La transformation de solide à liquide s'appelle la fusion. Le passage inverse de liquide à solide est la solidification, alors que le changement de liquide à gaz est la vaporisation, et le passage inverse de gaz à liquide est la condensation. Il faut donc apporter ou enlever de l'énergie lors des changements de phase. Mais qu'est-ce qui arrive pour l'intervalle entre deux changements de phase? Prenons l'exemple de l'eau liquide. La température à laquelle l'eau liquide se transforme en vapeur est de 100 degrés à pression normale. Par contre, pour arriver à cette température, si on part d'une eau à 20 degrés Celsius, il faut la chauffer, donc on lui apporte de la chaleur. La chaleur apportée à l'eau liquide fera augmenter sa température jusqu'à atteindre 100 degrés Celsius. Cette chaleur apportée s'appelle la chaleur sensible et peut être calculée avec l'équation suivante. La chaleur sensible est égale à la masse en kilogrammes de la substance multipliée par le coefficient de chaleur massique, Cp, qui est en kilojoules par kilogramme Kelvin, et la variation de température est en Kelvin. Dans cette équation, il n'est pas nécessaire de transférer les températures en Kelvin, car ici on parle de variation de température. Et la variation est identique en degrés Celsius ou bien en degrés Kelvin. La variation de température est définie comme étant la température finale moins la température initiale. Donc le signe attaché à la chaleur sensible est déterminé automatiquement. Pour notre exemple, la variation de température est de 100 moins 20, donc plus 80 degrés Celsius. Le coefficient de chaleur massique de l'eau liquide est disponible dans le tableau 2.3 des notes de cours et est de 4.18 kJ par kg Kelvin. L'eau reste en phase liquide durant toute cette opération. Donc la chaleur sensible est égale à 1 kg multiplié par 4.18 kJ par kg Kelvin multiplié par 80 degrés Celsius ou Kelvin, ce qui nous donne 334 kJ. Cette équation est valide pour toute variation de chaleur dans un solide, un liquide ou un gaz, à la condition qu'il n'y ait pas de changement de phase. Chaque phase a une valeur de Cp qui lui est propre et ces valeurs se trouvent dans le tableau de propriétés thermodynamiques des notes de cours. Nous savons maintenant comment calculer les échanges de chaleur dans une phase donnée de la matière. Et nous avons aussi vu que cet échange est accompagné d'une variation de température. Maintenant, nous allons parler des cas où il y a des échanges de chaleur accompagnés d'un changement de phase, comme lors de l'ébullition de l'eau liquide vers la phase vapeur. Si on suit la température lorsqu'on chauffe de l'eau, cela nous permet de découvrir que lorsqu'on atteint 100 degrés Celsius, la température reste stable. Ceci est un phénomène typique pour tous les changements de phase et pour toutes les substances connues. Pourtant, nous remarquons aussi que si notre but est d'évaporer complètement une quantité d'eau, il faut continuer d'apporter de la chaleur. Il faut continuer de chauffer. En d'autres mots, on doit continuer de fournir de l'énergie sous forme de chaleur à l'eau liquide pour que les molécules de la phase liquide possèdent assez d'énergie pour passer en phase vapeur. Cette chaleur supplémentaire qui est échangée peut être calculée en multipliant une masse de substance en kilogrammes par la chaleur latente de vaporisation, qui est notée ΔHV et qui possède l'unité kJ par kilogramme. La chaleur latente est constante pour chaque substance et est unique à un changement de phase donné. Dans le cas de l'eau, la chaleur latente de vaporisation est de 2259 kJ par kilogramme. Il faut aussi faire très attention aux signes lorsqu'on calcule la chaleur lors d'un changement de phase. En fait,
il faudra choisir soi-même le signe en fonction de la direction du transfert de chaleur. Dans le cas de la vaporisation de l'eau ou de toute autre substance, les molécules ont été chauffées, donc on doit utiliser la valeur positive de ΔHV, car les molécules ont gagné de la chaleur. Le changement de phase contraire s'appelle la condensation. C'est maintenant le gaz qui devient liquide. Les molécules dans la phase vapeur perdront de l'énergie sous forme de chaleur pour pouvoir intégrer la phase liquide. Par contre, il est important de noter que la condensation se produit à la même température que la vaporisation. Lors des calculs pour la chaleur échangée durant la condensation, nous prendrons la même valeur de ΔHV que pour la vaporisation, mais nous devrons utiliser la valeur négative pour représenter la perte de chaleur des molécules du gaz. Les mêmes principes s'appliquent au changement de la phase solide vers la phase liquide. Ce phénomène s'appelle la fusion. Comme pour la vaporisation, la fusion se produit à température constante. La chaleur échangée durant la fusion respecte la même équation que pour la vaporisation, mais la chaleur latente de fusion est notée ΔHF. Pour la fusion de l'eau, cette chaleur est de 333 kJ par kg. Et comme les molécules gagnent de la chaleur lorsqu'elles passent en phase liquide, la valeur de ΔHF devra être positive. Le changement de phase du liquide vers le solide est nommé solidification et se produit à la même température que celle de la fusion. Par contre, lors des calculs d'échange de chaleur, il faut choisir une valeur de ΔHF négative puisque les molécules de l'eau liquide perdent de la chaleur pour intégrer la phase solide. Ce qu'on a vu jusqu'à présent s'applique à des changements de phase ou bien à des variations de température à l'intérieur d'une même phase. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une variation de température qui implique plusieurs changements de phase? Nous aurons besoin de tracer un diagramme enthalpie-température pour bien comprendre cette situation. Prenons l'exemple suivant. Quelle chaleur doit-on retirer de 0,800 kg d'eau pour passer d'une vapeur à 130 degrés Celsius jusqu'à de la glace à moins 40 degrés Celsius? Pour bien analyser la situation, on doit s'aider d'un diagramme enthalpie en fonction de la température. On représente la température sur l'axe des X et l'enthalpie sur l'axe des Y. On doit ensuite identifier les températures importantes pour la résolution du problème, soit les températures du départ et à la fin, puis les températures auxquelles se produisent les changements de phase. Dans le cas de l'eau, la condensation se produit à 100 degrés Celsius et la solidification se produit à 0 degrés Celsius. Pour bien représenter les variations de chaleur, on identifie d'abord par des points les températures du début et de fin. Le point de la température la plus élevée est placé plus haut que le point de plus basse température pour représenter l'état de plus haute énergie, ici la vapeur à 130 degrés Celsius. Pour identifier les changements de phase, on trace des lignes verticales en faisant attention de respecter les niveaux d'énergie, car les changements de phase se font à des températures constantes. Puis, pour définir les variations de chaleur dans une même phase, on trace des lignes diagonales pour relier ce que nous avons tracé jusqu'à présent. Chaque variation d'enthalpie de ces droites correspond à un calcul de chaleur. Le sens général du changement pour le refroidissement est de la droite vers la gauche. Maintenant, il est pratique d'identifier les différentes chaleurs que nous allons calculer avec la lettre Q suivie d'un indice. Ici, on utilisera Q1 à Q5. Nous utilisons l'équation de la chaleur sensible pour les chaleurs Q1, Q3 et Q5, et l'équation impliquant la chaleur latente servira à calculer les chaleurs Q2 ou Q4. Tout ce qui nous manque pour procéder au calcul, ce sont les propriétés thermodynamiques. Les coefficients de chaleur massique pour l'eau solide, liquide et gazeuse sont de 2,09, 4,18 et 1,87 kJ par kg Kelvin respectivement. La chaleur latente de fusion de l'eau est de 333 kJ par kg et la chaleur latente de vaporisation est de 2259 kJ par kg.
Dans cet exemple, nous analysons les changements de phase contraires. Donc nous devons utiliser les valeurs négatives pour nos calculs. Il nous reste seulement à calculer chacune des chaleurs avec les équations appropriées, puis de faire la somme de toutes les chaleurs pour obtenir la réponse à notre problème. Q1 est calculé comme suit avec l'équation de la chaleur sensible. Ainsi, la masse de 0,8 kg multipliée par la chaleur massique de 1,87 kJ par kg Kelvin est multipliée par la variation de température entre 130 et 100 degrés Celsius. Ici, la température T2 est 100 degrés Celsius et T1 est 130 degrés Celsius. Comme une variation en Celsius est comparable à une variation en Kelvin, nous n'avons pas besoin de convertir ces températures en Kelvin. Q1 est donc égal à moins 44,88 kJ. Q2 est obtenu avec la chaleur latente de vaporisation, mais avec un signe négatif, puisque la condensation est le changement de phase inverse. Ainsi, 0,8 kg fois 2259 kJ par kg est égal à 1807,2 kJ. Q3 est obtenu de la même manière que Q1, mais en utilisant le coefficient de chaleur massique approprié. Q3 est donc égal à moins 334,4 kJ. Q4 est déterminé comme Q2, avec une chaleur latente de fusion négative pour représenter la solidification. Q4 est égal à moins 266,4 kJ. Et finalement, Q5 est calculé comme pour Q1 et Q3 en utilisant un coefficient de chaleur massique de 2,09 kJ par kg Kelvin. Q5 nous donne donc moins 66,88 kJ. La chaleur totale durant tout le processus de refroidissement est obtenue en additionnant toutes les chaleurs calculées. On devra donc retirer moins 2519,76 kJ à 0,8 kg d'eau pour changer de la vapeur à 130 degrés en glace à moins 40 degrés Celsius. Le signe négatif nous indique que les molécules d'eau ont perdu de l'énergie sous forme de chaleur. Où est allée cette chaleur? Eh bien, à l'environnement qui est à l'extérieur du système. Dans ce cas-ci, ça pourrait être par exemple un congélateur. C'est donc tout pour cette fois et on se retrouve dans le prochain vidéo qui portera sur la calorimétrie. Au revoir!